C'est ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la réunion d'information de Enerfip et Cerima. Vous êtes déjà nombreux, c'est chouette. Je pense que le nombre va augmenter petit à petit. Bienvenue sur cet outil que vous connaissez peut-être ou pas. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'on ne vous voit pas et qu'on ne vous entend pas, tout simplement. Donc, vous nous voyez, vous nous entendez, ça c'est chouette, mais nous, on ne peut pas vous voir et on ne peut pas vous entendre. Le meilleur moyen pour discuter avec nous, c'est l'onglet questions à droite de votre écran. Vous pouvez poser vos questions à l'écrit. Et nous, on va les voir et on va essayer d'y répondre, évidemment, le plus possible, puisqu'on est là pour ça, d'accord ? Donc, vous nous voyez, vous nous entendez. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, je vous invite à poser vos questions. Vous allez voir que quand vous posez des questions, vous pouvez voter sur les questions qui ont déjà été posées. Alors, dans un souci de clarté et de facilité de traitement, n'hésitez pas à voter pour faire remonter les questions qui vous paraissent les plus importantes. C'est beaucoup plus efficace que poser plusieurs fois la même question voilà, sur le même outil. Donc, à droite, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez les poser à l'écrit et nous vous répondrons avec un grand plaisir. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'attendre encore une minute ou deux que les derniers arrivants se présentent. Pas longtemps, hein, parce qu'on ne va pas non plus prendre trop de retard. La réunion devrait durer environ 1 heure. Et on va vous présenter Cerima, on va vous présenter la collecte et vous expliquer un peu comment ça se passe pour faire l'investissement. Voilà. Et à la fin, on vous posera des questions. On lira vos questions et on répondra à tout ce qui vous interpelle sur notre présentation. Donc, n'hésitez surtout pas. Un petit bonjour, si vous voulez, pour nous montrer que ça fonctionne, vu qu'on ne sait pas si vous êtes là ou pas. C'est toujours un peu étonnant de parler à des gens qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Voilà. Alors, il y a de plus en plus de monde, donc ça, c'est chouette. Bonjour, Régis, merci, ça fonctionne. Parfait. Parfait. Génial, ça fonctionne bien. Donc, vous nous entendez, c'est parfait, c'est déjà un bon début. Vous nous voyez, c'est chouette. On attend encore 1 minute, voir si les derniers arrivants arrivent. Il y a eu beaucoup d'inscrits, c'est chouette. C'est un sujet qui vous interpelle, et ça, c'est l'objectif. Parfait. Bon, alors écoutez, ça a l'air de se stabiliser un peu. Donc, on va commencer si ça vous convient. Alors, déjà, donc dans un premier temps, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous allons parler de Cerima, bien sûr. Cette société, qu'est-ce qu'ils font? C'est une société qu'on n'a pas l'habitude de proposer sur Enerfip. Hein, vous connaissez les produits photovoltaïques, les projets photovoltaïques, les projets éoliens. Maintenant, vous commencez à être à l'aise avec la méthanisation. Bon, Cerima, c'est autre chose. Donc, on va vraiment vous expliquer ce que fait Cerima. On va vous expliquer aussi pourquoi cette collecte. Ça me semble important de bien comprendre à quoi vont servir les fonds. On va vous parler en quelques mots d'Enerfip, mais bon, d'après ce que je vois, la plupart d'entre vous connaissent déjà, donc ça ira très vite. Et puis, on vous parlera de la collecte, clairement, de vous dire exactement à quoi sert, quel est le taux, quelle est la durée, la fréquence de remboursement, etc. Voilà. J'espère que ça sera bien expliqué. Ce qui se passe, c'est que dans le même temps, vous pouvez donc poser toutes les questions que vous voulez. Nous avons Laura ici présente qui est chef de projet chez Enerfip et qui va s'occuper de répondre, de voir les questions et de nous les poser au fil de l'eau, d'accord ? Nous avons également Jérôme Imbert qui est ici. Hop, bonjour. Vous voyez, bonjour Jérôme, qui est le CEO, ça veut dire en français, c'est président directeur général, c'est ça, de Cerima ? Yes. Voilà. Et puis, nous avons Mousse Réseau, qui est Managing Director. Alors, en français… Directeur général, tout simplement. On aurait pu le mettre en français.
Directeur général, parfait, ça marche. Donc voilà, donc merci, bonjour Mousse, et puis ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions sur le sujet. C'est parfait. Alors, on commence par qui est Serima? Jérôme, si tu veux bien nous expliquer tout ça. Yes, alors, donc Serima, c'est une société qui a été créée en 2015. Donc je l'ai créée en 2015 sur la base d'un double pari, ou plutôt une vision et un pari. La vision, c'est que l'industrie éolienne allait profondément évoluer dans les années à venir sur deux aspects. D'une part, prendre une très forte accélération dans le monde entier. Je crois que ça, on y est. Et puis aussi, voir ces enjeux économiques changer beaucoup avec beaucoup de pression sur le prix de vente de l'énergie éolienne et donc un besoin d'être très compétitif, d'optimiser les machines en exploitation, les parcs éoliens en exploitation pour répondre à ça. À côté de cette vision, il y a eu un pari, un choix, c'est de dire que l'état des technologies digitales, donc du numérique, allait permettre de répondre à ces besoins et qu'en s'engageant dans une innovation audacieuse, on allait pouvoir offrir un service très intéressant pour optimiser les parcs en exploitation. Donc le point de départ, 2015. Aujourd'hui, Serima, c'est une entreprise. Actuellement, on est 12 personnes. C'est une entreprise qui réalise presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Comme vous voyez, on a accompli un bon bout de chemin. On a un pari technologique qui a été pleinement réussi avec un système qui est utilisé par des experts à l'international et une solution qui marche très très bien. Je vais un petit peu la détailler ensuite sur le plan de la techno. On a aussi aujourd'hui plus de 50% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international. Donc on a un rayonnement réel de notre solution et de nos services. Et surtout, et le plus important, c'est qu'on répond réellement à un besoin sur le marché. Ce besoin d'optimisation, ce besoin de mieux exploiter les parcs éoliens, d'aller en tirer la quintessence, c'est réellement quelque chose qui est présent partout actuellement. Et donc, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on y répond. En fait, il y a trois aspects. On permet à ceux qui utilisent nos systèmes d'aller chercher plus de performance sur leur parc éolien, d'optimiser les machines pour gagner de la production. On leur permet aussi de travailler sur les aspects de maintenance et de durée de vie, parce que certains de nos services permettent de réduire l'usure de la machine par les diagnostics qu'on fournit. Et à travers cet ensemble, en fait, on leur permet vraiment de mieux maîtriser ce qui se passe sur le parc de manière tout à fait automatisée et digitale, donc avec beaucoup d'efficacité. Et pour regarder ça plus en détail, si vous voulez, avant de passer vraiment à la technologie, je voudrais souligner un point d'étape, c'est qu'on a déjà fait appel au service d'Enerfip dans le cadre de l'évolution de Serima, parce qu'en effet, en 2018, on avait fait appel à une première collecte participative sous forme obligataire, là aussi. Et ce step a été très important pour nous, parce que la technologie qu'on avait développée depuis 2015, elle a été commercialisée en 2017. Et à partir de là, on a fait évoluer nos produits, notre solution de vente. Et c'est grâce au financement qu'on a mis en place en 2018 qu'on a pu prendre une vraie accélération. Pour nous, ça nous a permis de passer à un step technologique, de changer la configuration du système, de passer à quelque chose de plus performant. Donc, une part de R&D a été financée grâce à ce financement obligataire de 2018 et aussi une importante part commerciale parce que ça nous a permis, bien entendu, de s'engager sur des actions à l'international. Donc, aujourd'hui, si on fait à nouveau appel à ce financement participatif, c'est parce que pour nous, ça a été une vraie réussite. Et je suis très heureux aussi de dire d'ailleurs qu'on l'a remboursé, on l'a bouclé tout juste maintenant. Donc on a. Alors tiens, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que vous l'avez remboursé en anticipé du coup? Parce que c'est Denis qui nous pose cette question et c'est vrai que c'est chouette de l'avoir remboursé là, mais pour quelle raison c'est un peu plus tôt que prévu? Alors ce qui nous intéressait, c'était de le rembourser
avant de faire appel à de nouveaux financements obligataires pour tout à fait bien démontrer la capacité à Cerima de savoir fonctionner et de rembourser les emprunts et les obligataires qui s'engagent avec nous. C'était essentiel pour nous de savoir le faire et de le montrer dès à présent. Et du coup, pour continuer, Denis avait d'autres questions aussi, à savoir quelles sont la maîtrise du risque et aussi quels sont les concurrents. Donc normalement, la question s'affiche pour tout le monde. On peut voir les deux autres questions, en plus du remboursement anticipé. Tout à fait. Sur la maîtrise du risque, on va en parler un peu plus tard parce qu'on a une slide complète pour parler de ça. Ouais, tout à fait. Et surtout pour les concurrents. Ouais, en revanche, pour les concurrents, on peut répondre maintenant si vous voulez. Alors oui, pour ce qui concerne les concurrents, je vais vous expliquer notre technologie et aujourd'hui, elle est unique sur le marché. On n'a pas d'équivalent actuellement. Donc, on n'a pas de concurrence directe par les fabricants d'éoliennes aujourd'hui. Une concurrence en équipement de série par les fabricants d'éoliennes à terme, oui, pourquoi pas. Ça peut s'envisager, bien entendu. Écoutez, aujourd'hui, on a 6 ans d'avance sur cette technologie. On la maîtrise parfaitement. Et on est en train de travailler sur un programme R&D dont tout à l'heure Mus va nous parler. Donc, on est en permanence en mouvement. Et dans le milieu du digital, de l'innovation, la clé, c'est d'avancer, de toujours gagner en savoir, en technologie. Et vous pouvez me faire confiance sur ce sujet-là. Ça fait partie de notre cœur de savoir et de nos pratiques. D'accord. Et on peut peut-être passer à la slide d'après pour parler du boîtier, alors, parce que justement, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Alors, on va effectivement enchaîner sur la techno et en fait, qu'est-ce qu'on fait ou comment on fonctionne. Donc, en fait, on a une technologie qui est basée sur celle qu'on appelle de l'Internet des objets connectés, mais appliqués au milieu industriel. Et donc, ce qu'on fait avec WinFit, c'est que on a tout d'abord une box qu'on installe dans chaque éolienne, qui fait la taille à peu près d'une grosse boîte de sucre, et qui va, grâce aux capteurs qu'elle embarque, et qui sont tous dans la box, je le précise, non pas distribués dans l'éolienne, qui va collecter beaucoup d'informations et analyser le comportement de la machine. Ces données vont être transmises automatiquement sur la deuxième brique de notre techno, qui est une plateforme de cloud processing. Donc, on travaille entièrement sur le cloud, où là, on va d'une part savoir administrer les données, c'est-à-dire les gérer à grande échelle de façon très précise, et ensuite les traiter et les transformer en informations utiles pour les utilisateurs. C'est-à-dire, on passe de données brutes à des informations qui touchent des problèmes de réglage de pales, réglage de puissance par exemple. Et ça, c'est la troisième étape. Donc, on met ça à disposition sous forme d'un portail web avec un ensemble d'éducateurs qui est accessible bien sûr à tout moment par nos utilisateurs. Donc, avec des niveaux très hauts d'information, mais aussi on peut descendre dans des aspects beaucoup plus précis de détails pour pouvoir aussi, par exemple, passer d'une alerte, d'un niveau d'alerte à un niveau de discussion avec un expert, par exemple, pour pouvoir engager des interventions suivant le niveau plus ou moins complexe. Donc voilà les 3 briques technologiques qui ont été développées entièrement en interne par Cerima et qui sont aujourd'hui en action en permanence sur les machines. Un dernier mot peut-être pour vous donner un ordre de grandeur. Une éolienne, naturellement, le constructeur prévoit un système de communication d'information qui est livré avec la machine. Et donc, notre système, lui, traite à peu près 30 fois plus de volume de données que le système standard d'une éolienne actuelle. Avec des données qui sont nouvelles par rapport à ce que fournit déjà l'éolienne, des choses qu'elle ne traite pas du tout, ou alors simplement plus de données que ce qu'elle traite. Alors en fait, donc on traite des données qui sont totalement indépendantes de celles du fournisseur de la machine, puisque effectivement elles sont basées sur les capteurs qui sont embarqués dans notre box. Peut-être un commentaire sur la différenciation entre ce qui existe chez les turbiniers et ce qu'on fournit. La valeur ajoutée, elle n'est pas dans le boîtier. La valeur ajoutée est dans notre capacité à traiter des gros volumes de données.
c'est-à-dire vraiment le monde du digital. Et c'est là où il y a la différence entre ce qui existe aujourd'hui dans une industrie un peu lourde, qui est la fabrication d'éoliennes, et ce qui est notre ADN à nous, qui est vraiment le digital, c'est-à-dire la capacité de traiter des données en très gros volume et d'en extraire une information très concrète. On va prendre des valeurs physiques d'accélération qui veulent dire rien à personne, qui vont se transformer en cette machine a un problème au niveau de son rotor, ou cette machine a un problème au niveau de ses fondations. C'est ça la force du système, c'est la capacité de traiter de la donnée. Ok, bon, c'est intéressant ça. Et oui, il y a Pierre qui nous demande combien il y a d'éoliennes qui ont été équipées à ce jour. Ça peut être une question intéressante. Oui, il y en a environ 800 qui ont été équipés. D'accord, ok. Bon, super. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que le système est conçu de telle manière à pouvoir opérer sur une très grande diversité de matériel, d'éoliennes, de types de machines. Donc, on a équipé toutes les grandes marques et on équipe toutes les grandes marques d'éoliennes. Donc, voilà, qui pourraient être citées. Hein. Vous pouvez me poser des questions par rapport à ça. Donc, ça, c'est très intéressant. Et on a aussi équipé des éoliennes en offshore. Donc, par rapport à la situation en France, là-dessus, on a un petit peu d'avance, puisqu'on a effectivement des monitorings qui sont en cours sur des éoliennes offshore en mer du Nord. Ok, parfait. Eh ben, écoutez, je pense qu'on peut, on a déjà pas mal d'infos sur le WinFit, là, c'est très bien. On peut passer peut-être aux objectifs, peut-être avant-après. Oui, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on fait partie je dirais des leaders en Europe sur le service digital dans l'éolien en général. Donc, la technologie, elle est unique, pardon. La précision qu'on apporte est unique. On a des utilisateurs qui sont très satisfaits du système. Et l'ambition, c'est de devenir un leader international, de vraiment prendre une empreinte mondiale sur les services que l'on fournit. Donc, concrètement, ça se traduit comment? C'est simple, hein, on cherche à multiplier par 6 le chiffre d'affaires qu'on a aujourd'hui, d'ici 2024. Ce plan ambitieux, il passe par des étapes très précises que Mus va vous présenter par la suite. Mais si on regarde un petit peu en termes de volumes généraux, il faut qu'on fasse croître notre part de chiffre d'affaires à l'export, donc un objectif de 80%. Il faut bien entendu qu'on fasse croître la part d'éoliennes supervisées. Et donc, on a une cible à 8 gigawatts de supervisées d'ici 2024. Atteindre ces objectifs, c'est faire en sorte que Serima soit une entreprise qui est réussie, qui soit une vraie réussite dans le secteur de l'éolien et du numérique pour la France et pour un développement international. Moi, je crois beaucoup à cette orientation et au fait que le digital a une carte très forte à jouer par rapport à la technologie que représente l'éolien, parce qu'on est sur des systèmes qui sont très décentralisés, des systèmes qui demandent beaucoup d'informations pour être optimisés. Et donc, une technologie telle que la nôtre amène énormément de valeur ajoutée par rapport à ça. Oui, tout à fait. Vas-y Laura, pardon, je t'ai peut-être coupé, non? Non, c'est bon? Non, du tout, c'était pour continuer à parler dans les chiffres. Il y avait Régis qui nous demandait si c'était possible d'avoir un comparatif entre du coup 2018, le moment de la première collecte, et 2021. Un comparatif en termes de, par exemple, chiffre d'affaires? Oui, de chiffre d'affaires. Concurrence, technologie. Et technologie, on en parlait tout à l'heure avant la réunion. Ça peut 2018, on était à peu près au quart du chiffre d'affaires actuel. En termes de concurrence, si vous voulez faire on peut peut-être dire, on a grosso modo, on a deux types de concurrents. On a des solutions, des plateformes qui utilisent les données existantes des éoliennes pour proposer des visualisations d'informations et des présentations d'informations qui permettent à l'utilisateur de plus facilement analyser les données que communique une éolienne.
Donc malheureusement, ces informations-là, elles dépendent totalement de la qualité de l'information fournie par l'éolienne, qui n'a rien à voir avec ce que nous, on peut remonter. Je vous rappelle 30 fois plus de données processées de notre côté, par exemple, donc une précision qui n'a rien à voir. Et donc ça, c'est un premier type de concurrents. Deuxième type de concurrence, ça va être plutôt des outils de technologie très, très pointus, très précises, mais qui vont être beaucoup plus lourds et précis à installer. Si vous voulez, on est plutôt sur des outils, certains doivent peut-être connaître les systèmes de type LIDAR, qui permettent de mesurer le vent devant la machine, par exemple, et qu'après, on peut combiner avec des analyses de vibrations qu'on va collecter par ailleurs, etc. Mais on est sur des solutions qui vont être plus lourdes à mettre en œuvre et beaucoup moins intégrées. On ne va pas fournir automatiquement des indicateurs qui permettent de décider très vite, par exemple. Et donc, voilà, on a ces deux types de concurrents qui existaient déjà en 2018 et qui sont à peu près les mêmes aujourd'hui. C'est bien pour ça que, si vous voulez, on continue à capitaliser sur notre avance technologique en termes d'Internet des objets connectés, de capacité à analyser des données à grande fréquence, de développement de solutions sur le cloud et des services qu'on peut fournir de façon très automatisée de décision. Et tu nous disais tout à l'heure que la collecte de 2018 avait permis de développer le WinFit 2, si je peux l'appeler comme ça, qui a permis de prendre une nouvelle, une nouvelle dynamique à la société, quoi. Oui, très clairement, oui. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez, on dit dans le monde des entreprises, des startups, on va dire, il y a souvent une phase où on lance un produit et on bootstrap le produit. Ça veut dire on commence à vendre le produit dans une première version qui est pas forcément une version qui permet de faire tout ce que le développement R&D a imaginé et est en train de faire, mais ça permet de valider le fait que le marché existe, il y a un besoin qui est là, et donc on commence à y répondre. Donc si vous voulez, c'était un peu WinFit 01, la séquence 2015-2018, qui nous a permis d'expérimenter des choses. Ok, on va commencer à fournir du service, on va se centrer sur tel type de diagnostic, on va aussi dérisquer la technologie. Est-ce que le fait d'embarquer une box comme ça, embarquer toute seule, connectée toute seule, un peu comme une montre connectée, si vous voulez, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça marche? Donc là, c'est le moment où on prend le maximum de risques. Là, ça a payé, ça a fonctionné. D'où la levée de fonds 2018 et la manip 2018. Et là, on est passé à un niveau de techno, WinFit 02, qui est beaucoup plus industriel, qui fonctionne, comme je vous le disais, par exemple sur de l'offshore, qui fournit des diagnostics beaucoup plus larges. On a largement élargi le nombre de fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui. Voilà, donc ça n'a vraiment plus rien à voir avec cette première étape initiale. Et ça, c'est vraiment la levée de fonds, le financement obligataire qui permet de faire ça, parce qu'évidemment, il faut engager de la R&D, etc. Et donc, il faut financer ces développements. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on continue peut-être, histoire de continuer à dérouler, puis on répondra, ne vous inquiétez pas, on répondra vraiment à vos questions, elles sont hyper... Je ne sais pas comment on va faire. Mais surtout, n'hésitez pas à voter pour les questions qui vous intéressent. Comme ça, on va essayer de continuer à dérouler pour répondre à l'entreprise. D'accord, oui. Je pense qu'on va parler du pourquoi. Ça nous facilitera la vie. Je vais laisser la parole à Mus. Pourquoi la collecte, voilà. Vas-y, Mus, à toi, on t'écoute. Du coup, ça va me permettre de répondre à une question d'Eric qui demandait quelles étaient les entreprises avec lesquelles on travaillait. Aujourd'hui, on est présent dans 14 pays, majoritairement en Europe. Plus les États-Unis, on a aussi des parcs installés à l'île Maurice, mais qui sont plutôt un cas particulier. Mais ce qui est intéressant, en fait, la base sur laquelle on va construire le développement futur, c'est aujourd'hui le portefeuille client qui a deux types principaux, on va dire, de producteurs d'énergie éolienne. Ce qu'on appelle les gros utilities, c'est des gens comme EDF, comme Engie, comme Enel en Italie, comme Iberdrola en Espagne, etc. C'est des gens qui ont des grosses capacités installées, avec des capacités techniques, on va dire des équipes techniques étoffées, très pointues, où on apporte le service. Et à côté, on va avoir ce qu'on appelle les IPP, c'est-à-dire les producteurs indépendants, qui sont en général de taille un peu plus petite,
mais souvent avec une empreinte internationale, c'est-à-dire qui ont des assets exploités dans plusieurs pays, comme ERG en Italie ou Falk en Italie également, Total Eren en Grèce, etc. Et c'est cette base de clientèle aujourd'hui, cette base d'utilisateurs de WinFit, c'est ce qui va être notre relais de croissance pour un premier relais de croissance en augmentant bien sûr les capacités installées d'abonnement. Aujourd'hui, on vend les systèmes sous abonnement. J'avais une question tout à l'heure. C'est quelque chose qui est récurrent et l'idée, c'est d'avoir de plus en plus d'abonnements chez ces clients-là. Ça, c'est un premier axe. Donc aujourd'hui, la répartition, elle est plutôt européenne, en grosse majorité. Comme je disais, on équipe de 11 pays en Europe. On a des clients dans 11 pays. On commence à avoir des premiers clients aux États-Unis et qui sera notre prochain relais de croissance. Donc, si on passe au slide suivant pour voir à peu près pourquoi on fait cette levée obligataire, l'idée, c'est d'avoir 3 axes de développement. Le premier, c'est de continuer à développer ce qu'on a en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire d'approfondir notre stratégie sur chaque pays, d'avoir une stratégie plus ciblée par pays, notamment les pays majeurs de l'éolien en Europe, comme l'Allemagne. Je vais juste passer au slide suivant. Voilà. Des pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme le Royaume-Uni, qui sont des pays majeurs en termes de capacité installée et qui continuent toujours de développer. C'est aussi de pouvoir avoir une accélération dans notre positionnement, c'est-à-dire étoffer l'équipe commerciale, l'équipe marketing, pour pouvoir augmenter le revenu moyen par client. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va mettre énormément d'énergie. Le deuxième axe, c'est un autre territoire, c'est le territoire des États-Unis, qui a une capacité installée aujourd'hui en termes de production éolienne qui est un peu équivalente à l'Europe, avec une structure de marché un peu différente. Les parcs aux États-Unis sont beaucoup plus grands, souvent c'est plusieurs centaines de machines pour chaque parc. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est les mêmes modèles, mais c'est surtout, on a énormément de clients aujourd'hui, utilisateurs de WinFit en Europe, qui ont des grosses capacités installées aux États-Unis, qui sont autant de clients potentiels, même si souvent c'est des filiales indépendantes, il y a toujours un lien avec la maison mère qui fait qu'on a un peu plus de facilité à les aborder parce que la maison mère utilise déjà le système. On vient de créer la structure, donc il y a une structure juridique, Serima Inc. aux États-Unis. On va embarquer notre premier sale localement, qui est une Française basée aux États-Unis qui va nous aider à faire le business dev là-bas. Mais ça, c'est vraiment notre deuxième axe de développement. Le troisième, c'est la prochaine génération. Tout à l'heure, Jérôme a parlé de l'importance d'innover en permanence. On est déjà en train de préparer la future génération de WinFit qui va être commercialisée à partir de 2023, où il va falloir la marketer, préparer tous les plans de com pour lancer la solution. Donc, voilà les 3 axes. Renforcer l'Europe, mettre un pied plus solide aux États-Unis. On a nos premières références aujourd'hui qui vont nous aider, mais avoir une filiale là-bas pour servir localement les clients américains et puis lancer la prochaine génération d'innovation chez nous. Alors d'ailleurs, on a une question qui est un peu plus, on va dire, sur la technologie. Il y a Thierry qui nous demande quelle est la durée de votre couverture IP, donc par rapport au brevet. Quelle est la durée de la couverture IP? Alors là, je ne sais pas vous répondre en direct. Après, toutes les réponses, nous, on pourra y répondre plus tard. On a Ouais. vos mails, on a vos coordonnées, il n'y a pas de souci. Et s'il n'y a jamais des réponses auxquelles on n'arrive pas à répondre de suite, vous pourriez avoir les réponses plus tard. Donc, j'irai plus largement sur le plan de la protection intellectuelle. Donc, on fonctionne sur deux aspects et on fait des choix en fonction de ça. Donc, le premier, c'est le secret, le maintien du secret sur les aspects qui sont liés à tout ce qui est développement de code. Donc, les codes sont déposés et protégés et secrets, hein, bien entendu. Et le deuxième, c'est des choix de dépôt de brevet lorsqu'on a des points sur lesquels on peut marquer une différence et se positionner. Donc, on en a déjà fait un. On en a un deuxième qui est en préparation. Par contre, sur les notions plus précises de durée, là, je ne sais pas vous répondre par rapport à au cycle des brevets, par exemple. Très bien. Alors, on passe à la slide suivante. Par rapport à Enerfip,
Eh ben, je reviens juste à temps. C'est la première fois que j'ai une coupure totale d'Internet. Je suis désolée, je suis mise en partage de connexion, ça devrait aller mieux. J'aimerais répondre, si c'est possible, à une question que je vois ressortir au niveau du choix du financement participatif. Oui. Si vous voulez bien. Pourquoi avoir choisi de passer par le financement participatif une nouvelle fois? Alors, sur le plan financier, je dirais structuration de la dette de Cerima et de la manière dont on finance l'entreprise. Donc, l'idée, c'est justement de structurer la dette selon tous les aspects qu'on peut exploiter. Donc, de l'augmentation de capital. Donc, on peut en parler ensuite. On va voir qu'on va viser une nouvelle augmentation de capital à venir. Donc, ça, c'est pour renforcer les capitaux propres. OK, sans rentrer des nouveaux actionnaires. Ensuite, on a faire des prêts, hein, traditionnellement, donc emprunter auprès de banques, organismes bancaires pour financer de la dette à plus court terme. OK, très bien. Et puis, on a la solution du financement obligataire qui est de la dette moyen terme, qui est intéressante parce qu'elle est structurante. Donc, c'est quelque chose qu'on a utilisé pour la première fois en 2018 et on considère que c'est intéressant aussi d'utiliser ce mécanisme-là, de le renouveler, de l'utiliser encore pour Cerima. Et d'autre part, participatif, parce que c'est un mécanisme qui est très intéressant. Alors, oui, il y a un taux d'intérêt qui est plus élevé que si on va travailler avec d'autres solutions de financement, peut-être. Mais dans la configuration de Cerima aujourd'hui, et parce que nous, on est intéressé aussi pour être engagé dans du participatif, voilà, on a fait le choix de renouveler. La première opération était un succès, donc ça pousse à renouveler également. C'est vrai, c'est vrai. Ça a plu aux gens. Très bien. Bah, écoutez, je reprends le relais. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez. Vous pouvez toujours poser vos questions et voter sur la droite. Alors, mais vous avez bien pris le pli, c'est parfait. Alors, en quelques mots, Enerfip, vous avez compris, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, s'il y en a encore, puisque maintenant on est super connus, mais pour ceux qui ne nous connaissaient pas, on est une plateforme de financement participatif dédiée uniquement aux énergies renouvelables et à la transition énergétique. Donc, l'objectif, c'est d'être le lien juridique entre vous, les particuliers, et puis les sociétés qui ont besoin de faire des levées de fonds, d'accord, donc comme Cerima. Nous, on est un lien, on va faire à la fois l'analyse du projet, on va vérifier que vous prendrez le moins de risques possible, on va le structurer et on va s'assurer que vous êtes correctement informé à propos de ce projet avant d'investir. Et puis, on va donc permettre, par exemple, à Cerima de faire une levée obligataire avec toute l'aide juridique nécessaire. OK ? Donc, nous, on est un espèce de lien comme ça entre les particuliers et les porteurs de projets. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était important que les particuliers participent à la transition énergétique et ne soient pas forcément en attente, je sais pas, de résultats de gouvernements successifs ou voilà, et soient acteurs. On a tous envie de l'être et on trouve tous des solutions différentes pour l'être. Et l'épargne fait partie de ces solutions. Notre carte bleue est un bulletin de vote, hein, on le sait, mais ce qu'on a à la banque aussi peut permettre de choisir. Enfin, c'est important d'appliquer ce circuit court qu'on applique aussi aux légumes ou à la viande, de l'appliquer directement à notre épargne. Voilà. Et puis, on s'est rendu compte que pour pouvoir participer à la transition énergétique, il fallait qu'on monte en compétences, qu'on connaisse, qu'on fasse, et donc qu'Enerfip fasse de la pédagogie. Et c'est typiquement ce qu'on fait ce soir. C'est que là, ce soir, on vous parle d'un boîtier que vous ne connaissiez peut-être pas. Vous connaissez peut-être le fonctionnement des éoliennes, mais pas forcément tout. Voilà. Donc, on essaie de vous faire monter en compétences pour pouvoir participer, être de plus en plus actif dans la transition énergétique. On en est où ? On en est à 234 projets financés au mois de juin. En tout, au bout de 5 ans et demi d'existence, on a collecté 107 millions d'euros. Vous êtes 27 000 membres et on est 19 collaborateurs à Montpellier pour la plupart. Voilà.
Je reste succincte. Si vous voulez connaître plus de choses parce que vous ne nous connaissez pas, n'hésitez pas à nous appeler demain. On se fera un plaisir de vous répondre. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, vous nous connaissez, donc je développe pas beaucoup plus. Par contre, je vais vous parler de la collecte et je vais essayer de rentrer bien dans le détail. Alors, ce soir, on parle d'une collecte en obligation convertible. Alors, c'est quoi? D'abord, il y a la partie obligation. La partie obligation, ça veut dire que vous faites un prêt au projet et que le projet, en échange, vous paye des intérêts et vous rembourse votre capital. Ces intérêts, ils seront fixes, ils sont définis à l'avance et ils ne bougeront pas. La durée du prêt est fixe également. Elle a une durée maximum. Alors, ceux qui ont investi dans Serima 1 ont vu qu'on pouvait être remboursé un peu plus tôt. Oui, ça arrive, c'est possible. Par contre, la durée ne dépassera pas, enfin, elle ne peut pas être plus longue que ce qui était prévu. OK ? Une obligation convertible est un titre que l'on peut vendre et que l'on peut vendre à condition de trouver un acheteur. Donc oui, vous pouvez céder vos obligations pendant la durée du prêt. En revanche, il faut trouver la bonne personne au bon moment. Donc finalement, vous prenez la place de la banque. C'est-à-dire que quand vous achetez une maison, la banque vous prête de l'argent et en échange, vous lui payez des intérêts et des capitaux à un moment fixe, à date fixe. Et bien là, c'est vous la banque. Donc vous prêtez de l'argent à Serima et en échange, il vous rembourse des intérêts et votre capital à un moment fixe. Alors, j'ai parlé d'obligations, mais j'ai parlé d'obligations convertibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire convertible? Eh bien là, vous allez faire une collecte, vous allez avoir des obligations auprès de la société projet de Serima, d'accord? Bon, je parle de collectivité, mais j'aurais dû l'enlever, ça va vous embrouiller. En tout cas, vous faites un prêt à Serima. Eh bien, si jamais il y avait un défaut ou un retard de paiement, vous deviendriez actionnaire d'une société citoyenne qui elle-même serait actionnaire de Serima. Alors évidemment, personne n'a intérêt à ce que ça arrive. Et il est très très probable que ça n'arrive pas. Maintenant, si jamais il y avait un souci, eh bien c'est une sécurité supplémentaire. Vous devenez actionnaire, ça veut dire que vous avez des parts dans la société Serima. Et comme la société Serima, ce sont des actifs, il y a des choses, eh bien, on pourrait récupérer tout ou partie du capital. Voilà. Donc là, c'est une sécurité supplémentaire. C'est quelque chose que personne n'a intérêt à ce que ça arrive. Je ne pense pas que Jérôme soit d'accord avec l'idée. Vous n'en avez pas envie non plus. Par contre, nous, on sait que c'est une sécurité supplémentaire. OK ? Et évidemment, Enerfip, en tant que représentant de la masse, eh bien, créerait la société citoyenne, l'aurait en gestion et déciderait avec vous de ce qui serait décidé de faire, voilà, quelles seraient les suites de votre action. Mais en tout cas, vous auriez des parts dans cet actif. OK ? Ensuite, on parle d'une collecte. Alors, on parle d'une collecte qui a un objectif de 600 000 € avec un taux d'intérêt à 6,25% brut. OK ? Donc, ce taux, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas changer. Ça ne dépend pas des revenus de Serima. Par exemple, Serima explose l'année prochaine, on passe à 8%. Ça ne marchera pas comme ça. Mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Ça ne peut pas descendre à 5. Ça sera 6,25 points. Brut, on va y revenir après. C'est 6,25, c'est tous les ans. D'accord ? C'est par an. Et la durée du prêt, elle est de 5 ans. Elle pourra être un peu moins s'il y a un remboursement anticipé. Ce n'est pas souvent, mais ça arrive. Par contre, ça ne pourra pas être plus de 5 ans. L'investissement minimum, il est de 50 € et l'investissement maximum, il est de 30 000 €. Je pense qu'entre 50 et 30 000, vous trouverez votre bonheur. Ce qui est certain, c'est que cet investissement, il est par personne. Donc, vous pouvez investir si vous êtes en couple à 2, si vous avez des enfants, 2 enfants à 4. Enfin, voilà, vous pouvez. C'est un investissement qui est personnel. OK ? On ouvre la collecte le 29 juin à midi et demi. Voilà. Et c'est noté sur le site. Ensuite, sur Enerfip, il n'y a pas de frais. Ceux qui nous connaissent le savent, je le répète suffisamment, c'est-à-dire que tout ce que vous investissez sert à financer le projet. Il n'y a jamais, jamais, jamais de frais.
c'est la société Cerima qui nous rémunère. Évidemment, on ne travaille pas gratuitement, mais par contre, vous, tout ce que vous investissez est investi et donc rapporte un taux d'intérêt de 6,25% par an. Il se trouve que les intérêts sont fiscalisés et ils sont fiscalisés à la flat tax. C'est quoi? C'est le prélèvement forfaitaire unique. Ça veut dire que si vous êtes un cas classique, vous paierez 30% d'impôt maximum. Dans ces 30%, il y a 17,2% de prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS, et ça, tout le monde la paye. Et puis, il y a 12,8% d'impôt sur le revenu. Si vous payez moins que 12,8%, ben, vous payez moins que 12,8%. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas imposable, votre taux d'imposition sera de 17,2%. En revanche, si votre taux d'imposition est au-delà de 12,8%, imaginons 20%, eh bien, vous ne paierez que 12,8%. C'est libératoire. Ça veut dire que votre taux d'imposition, il sera entre 17,2% et 30%. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Vous êtes prélevé à la source si tout se passe normalement. Et dans certains cas, on peut varier ça. OK? Alors, j'ai vu que c'était parti. J'espère qu'il va revenir. Il a peut-être lui aussi un problème de connexion. Moi, ce dont je voulais parler et passer un peu de temps dessus, ce sont les risques. Parce que vous le savez, tout investissement comporte des risques, quelle que soit l'épargne que vous utilisez. Vous risquez de perdre au pire du pire votre capital. Voilà. Donc, Enerfip a analysé le projet pour s'assurer que vous prendriez le moins de risques possible. Et donc, on a analysé les risques potentiels et on a trouvé des solutions. Alors, évidemment, la convertibilité de l'obligation est une sécurité importante. Est-ce qu'on peut juste parler quelques minutes du risque technique et opérationnel du projet, puisque j'ai vu passer une photo au tout début, une question au tout début de la réunion sur la dépendance aux fournisseurs dans la fabrication des boîtiers et probablement aux matières premières aussi. Jérôme, tu voulais en parler, je crois. Et en fait, donc, donc on va parler d'abord de cette question de pénurie de semi-conducteurs et du risque associé. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les semi-conducteurs, les composants électroniques, en permanence, il y a des composants qui deviennent obsolètes, dont les fournisseurs, les fabricants arrêtent la production, et donc il faut être capable de remplacer le composant par un nouveau. Donc, on a déjà eu des cas comme ceci, et on a aujourd'hui la chance d'avoir une équipe au niveau du lab électronique. On a des gens qui savent faire ça, c'est-à-dire savent faire de la veille sur les composants électroniques, détecter les composants qui vont devenir obsolètes et dont il faut préparer le renouvellement, et donc avoir des solutions alternatives aussi en permanence par rapport aux différents composants. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler il y a une réalité dans la pénurie de semi-conducteurs en ce moment, dans la production de certains semi-conducteurs. Donc on a des mesures qui ont été mises en place pour ça. Donc ça peut être assez différent suivant le type. Soit c'est une diversification des fournisseurs, soit c'est tout simplement de constituer des stocks de protection. Donc aujourd'hui, on a une protection par rapport à ça qui est en place. On n'a pas d'alerte sur le sujet. Après, en termes de fournisseurs, bon, c'est assez compliqué de parler des divers fournisseurs de composants, etc. Il faut savoir, c'est que aujourd'hui, sur la partie hardware, notre sourcing de fournisseurs, il est quand même à 70% français. Donc, on a des choses très intéressantes qui se font en France de ce côté-là. La production des cartes électroniques en phase industrielle est faite par un fournisseur français, qui est même d'ailleurs un fournisseur localisé pas très loin de là où nous sommes. On est basé à Montpellier. Donc voilà. Sur la partie, je dirais, du package, de la box elle-même, de la partie box, là aujourd'hui, on a deux fournisseurs alternatifs et on est en train de développer une box qui soit
basé sur un moule qu'on possédera et donc pour lequel on aura la totale maîtrise de la production. Donc voilà un petit peu sur ces aspects risques techniques, électroniques et fournisseurs. Ok, super, merci. Pour le risque de contrepartie, vous êtes quand même dépendant de vos clients qui sont nombreux, mais pas voilà. Est-ce que vous avez un gros client? Comment ça se passe? Mousse, tu veux nous répondre? On n'a pas de dépendance réellement vis-à-vis d'un client particulier ou d'un client qui soit structurant pour notre chiffre d'affaires aujourd'hui. On a un chiffre d'affaires qui est réparti de manière assez homogène sur notre portefeuille de clients, avec une répartition géographique aussi assez variée, une variété de profils aussi. Comme je disais tout à l'heure, on a aussi bien des utilities d'un côté, c'est-à-dire des gros acteurs, que des IPP indépendants, ce qui nous donne une certaine souplesse en termes de risque réellement sur le chiffre d'affaires si un client s'arrêtait ou faisait défaut. Sur cet aspect-là, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de risque qui soit présent. On cultive ça, on y fait attention et le fait d'être parti à l'international très vite nous a permis justement de répartir le risque géographique aussi. Très tôt, on a été à l'international quasiment quelques mois. Nos premiers clients à l'international sont arrivés quelques mois après la commercialisation de la solution en 2017. Donc aujourd'hui, on maîtrise vraiment ça. Il n'y a pas de risque notable, même de risque du tout à surligner ce côté-là. Ok. Et Régis demandait s'il y avait des anti-éoliens comme en France, parce qu'en France, on en entend parler. Est-ce qu'il y en a aussi à l'étranger ou est-ce que c'est une spécificité française? Alors, c'est un peu le paradoxe parce que il peut y en avoir, peut-être pas aussi virulent qu'en France, mais ce qui est un peu rigolo, entre guillemets, je ne sais pas si on peut utiliser le mot, mais c'est qu'aujourd'hui, la France est devenue le pays où les étrangers veulent investir pour l'éolien. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. La France était connue pour être un pays très compliqué. Il fallait énormément d'années, plusieurs années pour pouvoir s'installer, pour pouvoir installer un parc, 6, 7 ans avant qu'un parc sorte de terre. Ceci dit, ces phénomènes ne nous impactent pas parce qu'aujourd'hui, il y a un tel nombre d'éoliennes installées en Europe et aux États-Unis, notamment, qui sont nos marchés principaux, que même si demain, on arrêtait de mettre en place des nouvelles éoliennes, le parc installé représente un terrain de jeu qui est déjà énorme pour nous. Donc, la progression du nombre d'éoliennes qui s'installent, c'est toujours bénéfique, évidemment. On a des clients qui aiment nous installer sur des parcs neufs, par exemple, mais le parc installé représente un potentiel marché qui est déjà très, très gros pour nous. Donc, il n'y a pas d'impact sur notre business aujourd'hui. Je suis toujours désolé parce que je suis un fan quand même de l'énergie éolienne, indépendamment de ça en tant que citoyen, mais ça n'a pas d'impact sur notre business parce qu'on s'adresse majoritairement aux gens qui ont déjà des parcs installés et là, ça se compte en milliers d'éoliennes qui sont déjà opérationnelles. D'accord, super, merci beaucoup. Le troisième risque, c'est le risque financier. Ben oui, la défaillance financière, quoi. Est-ce que Jérôme, tu es toujours là? Parce que je ne te vois plus, mais j'ai ma connexion qui est mauvaise. Mais... Oui, Parfait. Je suis là. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est bon, vas-y. Ouais, mais c'est peut-être propre à moi. Ouais, alors donc, déjà, la bonne nouvelle, c'est que donc on a fini l'année 2020 à l'équilibre. Donc, on peut dire que sur la plaque européenne, dans le format où nous sommes actuellement, on a une société qui fonctionne, qui est rentable. Et ensuite, comme vous l'avez compris, on ne veut pas s'arrêter là. Hein. Donc notre évolution, on va la faire en allant chercher une augmentation de capital. On la lance avec le renouvellement du financement obligataire, qui d'ailleurs, et c'est important, est accompagné par un de nos investisseurs historiques, donc le fonds d'investissement IT Translation, qui appartient maintenant à Elia Partners, donc qui n'est pas un acteur quelconque dans le monde de l'investissement en France. Et donc là, on va avoir un apport aussi de 100 000 € sous forme d'obligations qui seront remboursables en actions. Et donc 2022, on se met en configuration pour aller chercher plus de capitaux et de manière à pouvoir prendre une forte accélération parce que imaginez bien, si on veut aller jouer sur le territoire américain, aujourd'hui on sait prendre des positions et commencer les étapes, mais demain on va engager plus de moyens.
Il faut bien voir que le territoire américain, les États-Unis, même s'il y a eu un président qui était plutôt opposé aux énergies renouvelables, disons qu'il n'a rien fait pour les faciliter, c'est un euphémisme, c'est quand même un territoire sur lequel il y a un développement qui est extrêmement rapide des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien, avec des enjeux qui sont liés à des grands parcs éoliens, des tailles beaucoup plus fortes que celles qu'on connaît en Europe. Et donc, on a une solution qui est basée sur des questions d'optimisation des machines à grande échelle qui répond très très bien à ces questions de taille. Donc, c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Ouais. Enfin, j'ai un peu dérivé par rapport au risque financier, mais voilà un petit peu les enjeux. Parfait. Merci. Eh bien, le dernier risque qui a été identifié, c'est le risque pays, de dépendance à un seul pays. En particulier, on sait que la réglementation éolienne change régulièrement. Bon, en l'occurrence, là, on a bien compris que vous aviez dilué le risque dans un grand nombre de pays. Donc, j'imagine que c'est moins risqué. Effectivement, oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est réparti aujourd'hui sur la plaque européenne. On est quasiment présent sur tous les pays on va dire, où l'énergie éolienne est significative, en dehors de la Hollande où on n'est pas encore présent. Et puis, on va se déployer aux États-Unis également. Quand je dis États-Unis, c'est Amérique du Nord. Ça inclut aussi le Canada et potentiellement le Mexique, qui va encore plus répartir ce risque. De ce côté-là, je ne pense pas que ce soit vraiment un sujet d'inquiétude pour nous aujourd'hui. Ok, super. Parfait. Bon, je pense qu'on a déjà bien dégrossi les risques. On va continuer juste en 3 minutes chrono pour pouvoir passer aux questions ensuite. Comment ça se passe pour souscrire? Il faut, dans un premier temps, vous inscrire. Vous vous rendez sur enerfip.fr. Vous répondez à un questionnaire qui n'est pas super fun, mais qui est indispensable parce que je ne vous en ai pas parlé, mais nous sommes agréés par l'autorité des marchés financiers, les gendarmes de la bourse, qui ne sont pas des rigolos et qui nous ont agréés conseillers en investissement participatif. En tant que tel, on doit pouvoir vous conseiller et donc vous connaître. Et donc, on vous pose quelques questions sur votre profil d'investisseur, votre expérience, votre épargne, votre patrimoine. Tout ça, ça reste entre nous, bien sûr, mais cela nous permet de voir quel est votre profil d'investisseur. En particulier en termes de risques, quels sont les risques que vous acceptez, et en fonction, eh bien, vous pourrez investir ou pas dans certains projets. Si vous nous dites que vous ne voulez prendre jamais et surtout pas perdre votre capital, vous ne pourrez pas investir sur la plupart des projets d'Enerfip, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, qui dit épargne dit risque. Mais voilà, en tout cas, c'est important pour nous que vous répondiez à ce questionnaire le plus proche possible de la réalité, pour que nos conseils soient pertinents. Ensuite, on va vous demander de justifier de votre identité avec 2 pièces d'identité. Pourquoi? C'est pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Si vous y êtes, vous pouvez vous déconnecter, vous ne pourrez pas investir. Et puis ensuite, on va vous demander de justifier de votre résidence puisque la collecte de Cerima est ouverte à tous, mais ce n'est pas le cas de toutes les collectes et donc il faut qu'on puisse vous proposer les projets en fonction de là où vous habitez. Cela vous permet d'investir. Alors, même si on n'a pas tout validé, vous pourrez quand même signer votre bulletin de souscription. Alors, comment ça se passe? Vous allez sur le projet de Cerima, vous lisez la documentation juridique qu'on a mis en ligne ce soir, qui est passionnante, mais un peu technique. Donc, n'hésitez pas à la regarder si vous êtes financier ou super calé. Sinon, faites-nous confiance et lisez la page projet, elle est beaucoup plus digeste. Et puis, ensuite, vous pouvez réaliser votre investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire décider du montant que vous souhaitez investir, entre 50 et 30 000 euros, et puis signer votre bulletin de souscription. Et là, vous avez réservé votre place. Donc là, c'est super, parce que les projets chez nous, quand ils sont ouverts à tous, partent très, très vite. Donc, la priorité, c'est de réserver votre place. Une fois que ça c'est fait, la validation de votre compte peut se faire dans un deuxième temps, d'accord? Donc, vraiment, la priorité, c'est de signer le bulletin de souscription. Ensuite, le compte est validé, réglé, vous avez 10 jours pour régler et pour verser le capital. OK?
Ensuite, on clôture la collecte. Ça prend date et à partir de là, les intérêts vont tomber tous les ans sur votre compte Enerfip. Voilà. Les impôts seront prélevés à la source si vous ne changez rien, ce qui fait que vous aurez juste à vérifier que votre fiche d'imposition est juste. Voilà. Donc, je ne me suis pas étalée. Je pense que vous connaissez tout ça assez bien. Mais bon, s'il y a besoin, n'hésitez pas à nous appeler. Je vous parle de 4 dernières choses. La première, c'est le livret mineur. Vous pouvez investir pour le compte de vos enfants. Je vous disais tout à l'heure que c'était par personne. Eh bien, si vos enfants ont un livret, vous pouvez rattacher un livret de vos enfants à votre livret à vous et vous pouvez investir pour leur compte. Vous avez un code parrain que vous pouvez partager, ce qui vous permet de gagner 20 € au premier investissement de votre 12 ans. Donc ça vaut le coup. Il est sur votre livret. Vous pouvez également télécharger vos résidences secondaires parce que vous avez peut-être dans d'autres départements des résidences secondaires, ce qui vous donnera accès à plus de collectes. Et enfin, en particulier pour Serima, vous pouvez investir pour le compte d'une personne morale. Voilà. Donc, au moment où vous allez vous inscrire, on va vous demander si vous vous inscrivez pour une personne physique ou une personne morale. Ça vaut le coup si jamais vous avez des liquidités dans votre société. Voilà. Enfin, et dernière chose, après on passe aux questions-réponses. Vous avez un service client de compète qui devrait vous répondre très rapidement et très facilement. N'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, soit par mail. On est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, si je suis passée trop vite sur certaines choses ou si vous n'avez pas eu certaines réponses, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail. Non, vous avez derrière ça, c'est rapide. Voilà. J'ai terminé. On passe aux questions-réponses. Laura, à toi de jouer. Tu peux nous interviewer. Alors, si tout le monde m'entend, parce que moi, je ne vous entends pas tout le temps. Donc, si tout le monde m'entend, on va pouvoir passer aux questions-réponses. C'est bien. Bon, parfait. Alors, on a une question de Denis qui nous demande justement par rapport à la technologie. Donc, ça va plus concerner Mousse et Jérôme. Comment Serima, du coup, se protège par rapport au piratage, aux virus et aux intrusions qui peuvent potentiellement y avoir? D'accord. Si vous voulez, on a donc des protocoles qui portent sur la box, la transmission des données et au niveau du cloud. Donc, si vous voulez, protocole box, en fait, la question tourne autour notamment de l'adresse IP, c'est-à-dire de l'adresse ou de l'équivalent numéro de téléphone de la box quand on veut la contacter et quand on veut communiquer avec elle. Donc là, il y a des protocoles qui permettent de protéger ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un protocole qui permet de protéger ça. Au niveau du transfert de l'information de la box sur la plateforme, là aussi, on utilise des technologies qui permettent de protéger les canaux et la transmission de l'information, qui sont des technologies liées à des questions d'encryptage et de manière de protéger le flux de l'information. Et enfin, au niveau de la plateforme elle-même, on travaille avec des fournisseurs de solutions au niveau des plateformes qui ont leur système de sécurité et dans lesquels on s'intègre de manière à protéger les données telles qu'elles sont lorsqu'elles sont processées, bien sûr hébergées et mises en ligne. Donc, sur ces 3 étapes, en fait, on a des protocoles de sécurité qui sont des technologies qui existent. On n'a pas inventé des technologies de protection, mais par contre, on fait très attention à ça. Et voilà un petit peu les briques, je dirais, les étapes schématiquement qui permettent d'assurer ces protections. Très bien. Alors, j'espère que tout le monde a bien compris et que ça a répondu suffisamment à la question. Moi, je veux bien qu'on réponde à la question de Denis. Ouais, vas-y, je t'en prie. Denis. Non, c'est bon, vas-y, je t'en prie, Laura. Concernant les acteurs français? Oui, c'est ça. Alors, les 2 noms qui sont cités ont utilisé la solution WinFit. Maintenant, pour des raisons de confidentialité vis-à-vis de ses clients, je ne peux pas vous dire ce qui a été fait ou pas, mais on travaille avec plein d'acteurs français, pas que ceux-là. On travaille avec EDF, on travaille avec Engie. Parmi les indépendants, on a travaillé avec Arcolia, on a travaillé avec… Valéco, j'ai vu sur votre site, il y a une citation de Valéco.
Voilà. Donc, on est en contact avec la majorité des acteurs français. Même si aujourd'hui, ça reste pour nous quand même un marché international. La France est un pays parmi d'autres. Et effectivement, historiquement, on a commencé en France et c'est naturel qu'on se développe en France. Mais aujourd'hui, on considère le marché comme international. Le marché français n'est pas le marché le plus structurant pour nous. Voilà, en termes de stratégie de développement. Mais on a travaillé effectivement avec Voltalia, avec Neoen. Si vous allez sur notre site web, vous allez voir une liste de clients et il y a pas mal d'indépendants français qui sont cités. Super, merci. Très bien. En autre question, tout à l'heure, on a demandé, vous avez répondu aux fournisseurs. Et là, il y a quelqu'un qui nous demande, Clément, est-ce que vous subissez la pénurie des semi-conducteurs? Et du coup, quel est le principal fournisseur des composants? Je crois que Jérôme avait répondu tout à l'heure. Il peut peut-être compléter. Oui, on a répondu à ça. Ouais, c'était pas exactement la même. Là, c'est plus par rapport à la pénurie des semi-conducteurs. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'en fait, on y a répondu de deux façons, hein. Soit on diversifie les fournisseurs, soit on est sur des solutions de stockage, d'appro et de stockage. Donc la question de la pénurie de semi-conducteurs, chez nous, elle a été détectée, je dirais que c'était en décembre ou janvier, à peu près tout début d'année, on va dire. Donc derrière, on a réagi en constituant soit des stocks, disant bon, on va diversifier le type de fournisseur. Et donc on subit pas en ce moment. D'accord. Moi, j'ai une question sympa de François aussi, enfin rigolote. En tout cas, ça m'intéresse, pardon. Je ne sais pas si je dois dire sympa, mais est-ce que ça ne pourrait pas s'appliquer au photovoltaïque, cette technologie? Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes capteurs, hein, mais le photovoltaïque est aussi relié à des centres de gestion au sein des sociétés. Donc, aujourd'hui, nous, on est vraiment orienté éolien. À l'heure actuelle, notre technologie est vraiment dédiée à l'éolien pour des besoins spécifiques à l'éolien. On n'est vraiment pas sur le marché du photovoltaïque. D'accord, vous n'avez pas. Ok, ça marche. Il y a des gisements de production sur les machines éoliennes qui sont plus importants que sur une centrale solaire, où on est quand même sur des matériels statiques. L'enjeu se fait sur le convertisseur en centrale solaire et sur le rendement des panneaux. Là, sur une machine éolienne, on est sur quelque chose de l'électromécanique, des comportements beaucoup plus complexes, suivre le vent, les réglages mécaniques de la machine, le boîte de vitesse, le générateur derrière, donc beaucoup plus d'interaction et donc beaucoup plus d'optimisation à aller chercher. C'est vraiment le cœur de ce qu'on cherche à faire. Ouais, je comprends. C'est sûr. Il y a plus de données. Ensuite, il y a une autre question que Gildas. Tu auras encore deux questions. Ok, juste deux. Une question que Gildas a posée, qui a intéressé aussi 6 autres personnes. C'est plus par rapport, de manière générale, à l'éolien et au choix de l'énergie éolien. Et si vous trouvez ça pertinent, et de quelle manière vous trouvez ça pertinent, et sur quels critères vous vous basez chez Cerema. C'est une question presque philosophique. Ah, c'est clair. C'était deux questions parce qu'il nous restait 5 minutes. Hein. Pas 1h30. Jérôme, je te la laisse, tu es beaucoup plus philosophe que moi. Tu pourras donner aussi. Bon, allons-y. Bon, si vous voulez, moi, je suis pas. Je crois qu'il faut méfier des excès. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut méfier des excès et que chaque solution énergétique a de la valeur. Et donc que l'éolien a de la valeur. Alors pour moi, l'éolien a de la valeur sur plusieurs points. Bon, il faut savoir que j'ai quand même travaillé une dizaine d'années dans le nucléaire. J'ai dirigé aussi une centrale thermique avant de faire du renouvelable pur. Donc, ce qui est intéressant dans l'éolien, c'est qu'on est sur une énergie qui est non dépendante d'un combustible. Donc, une centrale nucléaire, ça dépend d'uranium. Une centrale thermique, ça dépend du fioul. Donc, l'uranium, même si ça dure très longtemps, il faut quand même maîtriser des mines d'uranium quelque part. Donc, on est sur des enjeux géopolitiques compliqués, qui parfois sont un peu désagréables à traiter même, avec des rapports de force entre pays. Je ne vous parle pas du fioul.
hein, les problèmes du pétrole, la géopolitique du pétrole, et tout ce que ça amène. L'intérêt d'une énergie comme l'éolien, là c'est valable pour le solaire aussi, hein, c'est que c'est une énergie qui est locale, sur de la pure énergie locale. Donc là c'est vraiment génial de savoir que dans le monde aujourd'hui, il y a des énergies qui sont présentes sur les territoires qui sont en train d'être exploitées. Ça donne énormément d'indépendance au pays. Donc ça c'est vraiment, on trouve ça vraiment extraordinaire. Un autre enjeu qui est plus vrai pour l'éolien, là pour le solaire, c'est que quand vous faites de l'éolien, vous créez des emplois locaux. Parce que ce sont des parcs éoliens qui nécessitent de la maintenance, des entretiens. Donc, vous relocalisez des emplois qui sont à haut niveau de compétences sur des territoires qui souvent ne voient plus justement des activités industrielles. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est assez intéressant aussi. Donc, le troisième point, c'est que c'est une énergie qui est décentralisée. Je dirais, au-delà du côté local pays, il y a un côté local territoire, une énergie qui est décentralisée. Ça donne beaucoup de force, d'une part, au réseau électrique. Alors ça, on peut débattre, hein, parce que c'est le côté microgrid, smart grid, réseau intelligent, qui est en plein développement, hein, on n'y est pas encore. Mais si vous voulez, ça donne beaucoup plus de résilience au réseau électrique, d'une part. D'autre part, aussi, vous êtes moins dépendant de grands acteurs industriels quand vous faites de l'éolien, vous faites entrer des entreprises de taille intermédiaire dans le jeu de l'énergie. Et ça, c'est intéressant. Il y a ce phénomène de réappropriation de l'énergie par un niveau intermédiaire, parfois par un niveau citoyen. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans les énergies renouvelables et dans l'éolien en particulier, pour le côté aussi industriel local, je dirais. Après, c'est une énergie industrielle, donc elle amène des contraintes, comme le fait le solaire, hein, avec les grandes fermes solaires, mais comme le fait toute source d'énergie. Voilà un petit peu ma pensée là-dessus, le côté philosophique des choses. Je ne pense pas qu'il faille opposer effectivement solaire à l'éolien, à la biomasse. Il faut un mix énergétique de toute façon, donc il faut un mélange de plusieurs sources d'énergie, de préférence renouvelable, mais il faut raisonner en termes de mix. On ne peut pas dire l'éolien est meilleur que le solaire ou le solaire est meilleur que la biomasse, etc. On est obligé d'avoir un mix énergétique de toutes les façons. Bien sûr, bien sûr. Alors, la dernière question. Moi, je voudrais qu'on finisse sur un truc dont on n'a pas parlé et c'est quand même sacrément dommage. Enfin, c'était quand même important d'en parler, c'est de votre business model. Parce que moi, j'ai vu que tu avais répondu à l'écrit à quelqu'un, mais on va le dire à l'oral. Donc, en fait, vous ne vendez pas les box que vous accrochez aux éoliennes, hein, c'est ça, c'est un abonnement. C'est ça, ce qu'on fournit, c'est un service qui est vendu sous la forme d'un abonnement. On vend les résultats du traitement des données. Donc, l'abonnement inclut la mise à disposition de la box, elle n'est pas louée, hein, elle fait partie de l'abonnement. Ça inclut l'accès aux résultats via le web portail, ça inclut le support, ça inclut le remplacement d'une box si elle tombe en panne, etc. Donc, tout est inclus dedans. C'est un peu sur le même modèle que votre Freebox à la maison ou votre Livebox, etc. C'est-à-dire la box est mise à disposition dans le cadre d'un service que vous achetez, que vous payez par mois, par trimestre, par année, etc. Donc, c'est effectivement, voilà, on vend un service aujourd'hui sous la forme d'un SaaS, pour les gens qui sont habitués à ça, c'est-à-dire sur le cloud, et la partie hard est juste mise à disposition dans le cadre de ce contrat-là. Et nos contrats vont dépendre, et effectivement, le prix va dépendre en fonction du nombre d'abonnements que souscrit un client et de la durée d'engagement. On a des contrats d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, etc. Plus l'engagement est lent, évidemment, plus le nombre d'abonnements est élevé, plus le prix va être bas. Donc, la solution, elle est faite. Notre modèle, il passe souvent par un test sur quelques parcs ou quelques machines et derrière, on déploie une fois que la solution est validée. Nos tests sont toujours payants, d'ailleurs, je le précise. Une fois que la solution est validée, on part sur du déploiement à grande échelle. Et là, chaque client va avoir sa stratégie de gestion d'actifs qui lui est propre et nous, on s'adapte à ce contexte-là. Ça, c'est une force du système, pouvoir s'adapter vraiment à chaque politique de gestion d'actifs de chaque client. L'EDF ne va pas gérer ses actifs comme un Neoen, qui ne va pas gérer ses actifs comme un Enel en Italie, par exemple. D'accord.
Bon, bah écoutez, je crois que franchement, on a fait un bon tour. Moi, en tout cas, j'ai vachement mieux compris ce que vous faisiez. Merci. J'espère qu'on a répondu à vos questions. J'espère que vous n'avez pas été trop embêtés par les coupures Internet. Là, nous, c'est vrai que c'était moyen. Mais bon, normalement, vous avez bien tout entendu d'après ce que j'ai vu. Merci Mousse et merci Jérôme pour votre participation. Vous avez été super clair. Bravo. Merci à vous. Merci pour l'intérêt suscité. Merci. Et puis, merci Laura. Ben, on vous donne rendez-vous sur la plateforme. Le site, la page de Cerima est en ligne. Le document d'information réglementaire est disponible. Vous avez toutes les infos qu'il faut. Et puis, on se donne rendez-vous le 29 à 12h30. Soyez pas en retard. Hein, vous savez que ça va vite avec des taux pareils. Et bien, à bientôt. Au revoir. Merci Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.